Bonjour tout le monde. Juste une petite remarque. Je vais parler d'évaluation, mais les mots-clés associés au thème que je vais présenter, avec Corinne Cros qui apportera un témoignage à la fin de ma conférence, les mots-clés, ce n'est pas tellement évaluation. C'est souffrance des élèves, injustice, et il sera question aussi d'évaluation. Alors pour illustrer ce que je dis là, je donne toujours l'exemple suivant, des articles ou des recherches sur l'évaluation, il y en a beaucoup dans notre pays, des articles écrits par d'excellents chercheurs, ça donne lieu en général à combien d'articles dans la presse de tous les jours, dans les hebdomadaires, etc. En moyenne entre 0. Mais par contre, j'ai des articles dans des revues spécialisées. Le thème que je vais vous présenter, depuis 2003, la sortie de mon premier livre, qui s'appelle précisément La constante macabre, on a dépassé maintenant de loin les 1000. On passe de 0 à 1000, ça veut bien dire quelque chose. Je ne dis pas ça du tout pour me faire mousser, je dis ça pour bien dire qu'il s'agit d'autre chose que d'un simple problème d'évaluation des élèves. Toutes les radios, toutes les télés, sur France Info, j'ai dû en parler peut-être 20 fois. Ça veut bien dire que c'est pas... Il ne s'agit pas d'un sujet qu'un chercheur, j'allais dire un de plus, dans mon dernier livre, d'ailleurs, avec affection, je parle de brillant planeur. Qu'un brillant planeur viendrait vous présenter encore un truc, il va nous raconter ses salades. C'est pas ça du tout. On va parler d'un vrai phénomène de société dont souffre notre pays. Malheureusement aussi, c'est une maigre consolation, quelques autres pays, je dis malheureusement parce que ce sont des pays qui suivent le modèle français, Afrique francophone, Espagne, Belgique, où on trouve aussi ce phénomène, et on est isolé dans le monde. Alors de quoi s'agit-il ? Une situation, le nouveau professeur suspect. Imaginons un professeur qui arrive dans une classe de seconde. On ne le connaît pas, il est nouveau. Il enseigne une matière importante pour l'orientation, pour le futur métier, les mathématiques. Alors j'en profite pour compléter ma présentation. Je suis professeur de maths, il y a deux parties dans ma carrière. Donc j'enseigne toujours les maths, mais il y a deux parties dans ma carrière de chercheur. Première partie, pendant une quinzaine d'années, j'ai fait ma recherche en mathématiques. Et maintenant, depuis 25 ans environ, je fais clairement ma recherche sur l'enseignement. D'abord l'enseignement des maths, et maintenant l'enseignement en général, pas que des maths. Alors on ne connaît pas ce professeur. Un mois après la rentrée, il rend un devoir à ses élèves. Moyenne de classe 16, toutes les notes au-dessus de 13. Que penseraient les parents d'élèves ? Parce que je vais le répéter plusieurs fois, ce n'est pas la faute des profs. Quand je fais des conférences grand public, je les regarde dans les yeux. Je dirais, mon fils, ma fille, ne te relâche pas. Il a dû passer de bonnes vacances. Il est de bonne humeur. Mais surtout, ne crois pas que c'est arrivé. Des notes comme ça ne veut pas dire grand-chose. Un mois après, moyenne de classe 16,5. Toutes les notes au-dessus de 13. Inquiétude. Des parents, des parents. D'où viennent-ils ? Les maths, c'est une matière importante. Est-ce que mon fils ou ma fille, avec un prof pareil, pourra suivre l'an prochain ? Parce que l'an prochain, il sera avec des élèves normaux. Parce que c'est un élève normal, qui est dans une classe où la moyenne est à peu près à 10. Tout le monde espérant que ça s'arrange. Qu'est-ce que ça veut dire que ça s'arrange ? Eh bien que les moyennes baissent. Un mois après, je vous dis tout de suite, c'est comme un conte de fées, un mois. Mais ça, c'est de la science-fiction. Ce que je vais vous présenter là, ça s'est jamais produit en France. J'ai dû faire des conférences devant, je peux le dire, de dizaines de milliers de profs. Des fois, ça va vite. Quand il y a des réunions de bassin, il y en a d'un coup 500. Mon record, ça a été 1500. Vous voyez. Pas une fois, quelqu'un ne m'a dit, vous savez, je connais un endroit où ça c'est arrivé. Non, c'est de la science-fiction. Un mois après, moyenne de classe encore 16, toutes les notes au-dessus de 13. Et quand je dis ce que je vais vous dire, personne ne m'a contredit. Les parents d'élèves, en délégation,
encouragés par leurs associations respectives, demanderaient un rendez-vous au chef d'établissement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a été inspecté, etc. Personne n'imaginerait un instant que, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer, ce brave professeur n'avait pas passé ses vacances au bord de l'eau, c'est pas ça qu'il avait rendu de bonne humeur, mais il avait passé ses vacances à étudier en détail les programmes de l'État français. Que fallait-il faire pour motiver les élèves? Quel genre de sujet? Et qu'en plus, dans ce contexte, j'ai envie de dire, le malheureux, il avait réussi son coup. C'était un bon prof, ben il y en a, hein. C'était un bon prof, il avait réussi à motiver ses élèves, il leur avait posé des sujets exactement dans l'esprit du programme. Les élèves motivés avaient eu envie de travailler. Non. A priori, un tel professeur serait suspecté de laxisme, de manque de sérieux. Certains doivent peut-être se dire que j'exagère. 16 sur 20, 16,5, pas du tout. C'est ce qui se passe dans 95% des pays du monde. Ça, ne croyez pas que ce soit... Je suis pas la peine d'aller très loin, au Luxembourg. Après, j'ai compris qu'il ne m'avait pas invité pour la constante macabre, mais pour le système d'évaluation que je vais vous présenter. Système d'évaluation par contrat de confiance. Au Luxembourg, plus grand lycée, je discutais avec le chef d'établissement, c'est passé il y a 2 ans et demi. Moyenne générale de toutes les notes du lycée, 16 sur 20. Ne croyez pas que ce soit... 16, c'est pas 20. 16 sur 20. Alors, constante macabre, définition, c'est ce pourcentage constant, ou à peu près constant, de mauvaises notes qu'il doit y avoir pour qu'une évaluation paraisse crédible. Alors, une précision à ce sujet, une précision qui me semble importante. Il y en a beaucoup qui pensent que ce que j'ai apporté par mes travaux dans ce dossier, c'est de constater que quand il y avait une répartition de notes, il y avait toujours 3 tiers, les bons, les moyens et les mauvais. Ça fait plusieurs siècles qu'on le sait, ça. Ça, c'est pas de moi. Que ce soit clair. C'est-à-dire, moi, pendant les 20 premières années de ma carrière à l'université, j'avais ce schéma en tête. Quand je rendais des copies, je vais y revenir là-dessus. Et je pensais que c'était normal. Par contre, ce qui est de moi, et ça, c'était une sorte de déclic, c'était en 1988, vous voyez, c'est pas hier. Et je tournais autour du pot, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce qui est par contre de moi, c'est de me rendre compte que c'était horrible, que c'était injuste, que c'était aberrant. Jusque-là, j'avais bien constaté qu'il y avait cette répartition, mais j'étais convaincu que ça correspondait à une certaine normalité. Il faut qu'il y ait ça. Pour que, voilà. Plus précisément, par exemple, pendant 20 ans, dans ma carrière, j'étais convaincu qu'un bon sujet d'examen que je posais devait donner lieu à une moyenne de 10 sur 20. Alors, je précise, avec des quel que soit, avec des quantificateurs, je sais qu'il y a pas mal de profs de maths, quel que soit le niveau des élèves. Et en plus, j'enseignais souvent à Bac+4 avec des élèves qui avaient été vraiment sélectionnés. Quelles que soient les qualités pédagogiques de l'enseignant, quel que soit le climat, il pouvait faire chaud, il pouvait faire froid, tous les quels que soient que vous voulez, ma mission était remplie si j'avais 10 sur 20 de moyenne. J'étais un peu généreux, peut-être 10,1. Mais il ne fallait pas que j'approche des 11. Déjà, j'avais loupé mon coup. 10 sur 20, ma mission était remplie. 10 sur 20, ça veut dire quoi? Avec une répartition régulière des notes, ça veut dire qu'il y a environ la moitié des élèves qui ont plus de 10, la moitié qui a moins de 10, donc en échec. Donc, ça me rendre compte, alors que j'aime beaucoup mon métier, j'étais persuadé que mon travail et ma mission étaient remplis s'il y avait un élève sur 2 en échec. Toute proportion gardée, c'est un peu comme si un médecin se disait ma mission est remplie s'il y a un malade sur 2 qui ne guérit pas. En fait, ça ferait peut-être un peu sourire, mais vous savez que pour un élève, être en échec quand c'est pas mérité, c'est dur, c'est une souffrance. Alors, existence indiscutable de cette constante, ça c'est au moins un progrès énorme que nous avons pu réaliser dans notre mouvement. C'est reconnu par pratiquement tous les partenaires du système éducatif actuellement dans notre pays. L'existence de la constante macabre. Je me permets de vous indiquer le site de notre mouvement. Ce sont les initiales de Mouvement contre la constante macabre. Ça fait mclcm.fr.
mclcm.fr. Vous trouverez un appel, en 2004, un appel pour une évaluation plus juste, faire contre la constante macabre, une page où il est dit les associations et syndicats sous-signés reconnaissent que c'est un terrible dysfonctionnement, qu'il faut tout faire pour l'éradiquer. Et vous trouverez pratiquement, je répète, tous les partenaires, associations et syndicats, du privé, du public, ça on y tient beaucoup. On travaille main dans la main, le public et le privé, dans ce combat. Les associations d'étudiants, de lycéens, chefs d'établissement, l'association des inspecteurs d'académie, des directeurs diocésains, le ministère, et pas que le nouveau, l'ancien aussi. Ne mettons pas de la politique là derrière. Nous soutenez, nous donne des subventions. D'ailleurs, l'ancien ministère me demandait de signaler qu'on bénéficiait d'une subvention de la part du ministère. Ben, je le dis, même s'ils sont plus, voilà, je le dis, ils ont aidé. L'actuel gouvernement, il y a eu une concertation nationale, vous êtes bien sûr au courant, pour refonder l'école de la République. J'ai été invité en tant que président du mouvement contre la constante macabre, c'est écrit en toutes lettres, avec le SNES, avec etc., avec tous les syndicats. Donc, c'est reconnu par tout le monde actuellement. Des exceptions, il y en a. Et ça doit nous rendre optimistes. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire que ça vient des Français. On aurait l'esprit un peu sadique, un peu méchant. Mais pas du tout. Il suffit de changer de matière pour qu'il n'y ait plus de constante macabre dans notre pays. Alors je pense à quelle discipline ? Bien, les disciplines considérées à tort, j'insiste là-dessus, à tort comme secondaires, la musique, les arts plastiques, l'éducation physique et sportive. Vous savez, dans les conseils de classe, quand les professeurs qui enseignent ces matières donnent leur avis sur un élève, c'est un moment de détente pour le groupe. On regarde dans l'air, on discute avec le collègue, mais en prenant soin de ne pas froisser le collègue qui s'exprime, on hoche la tête, mais on n'écoute pas ce qu'il dit. Le collègue qui est là se dit quand même, je suis là, il faut bien que j'ouvre la bouche, mais il sait que ça ne sert à rien. Là, il n'y a pas de constante macabre. Avec une mise en garde, on pourrait avoir tendance à les plaindre. Moi, j'ai connu ce sentiment, parce que j'ai fait 2 ans dans l'enseignement secondaire. C'était pendant mon service national de la coopération à Montréal, pour ceux qui connaissent, le Collège Marie de France. Dans les conseils de classe, donc en lycée, moi j'enseignais les maths, puis je sais pas, c'était un peu bizarre. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, avant d'émettre un son, tout le monde me regardait. Ah, que va dire le prof de maths ? Et puis, quand le collègue d'art plastique ou de musique s'exprimait, c'était le fameux moment de détente. Et je me disais, le pauvre, il n'a pas de pouvoir quand même, le pauvre. Et maintenant, avec recul, je me dis que c'est eux qui devraient nous plaindre. C'est-à-dire, si vous voulez savoir ce que signifie une vraie relation de confiance dans une classe, en dehors d'un esprit de compétition permanent, on va y revenir là, allez voir ce qui se passe dans ces matières. Dans l'enseignement primaire, je fais beaucoup de conférences devant les profs du primaire, mais là, il n'y en a pas. Mais ça vous intéresse, ne serait-ce que comme parent d'élève. J'ai cru un instant qu'il n'y en avait pas. Je l'ai même écrit dans mon premier livre. Heureusement qu'il y en avait d'autres, des livres, où j'ai rectifié. J'avais dit qu'il n'y en a pas, ou presque pas. Maintenant, avec certitude, je peux dire que dans l'enseignement primaire, elle existe, cette constante macabre, mais de manière encore plus redoutable, plus flagrante. Alors, de manière plus précise, vous devez savoir qu'en principe, on encourage les profs à mettre des lettres, acquis, non acquis, en voie d'acquisition. Ce qui fait que, encouragés par la structure officielle qui leur propose 3 paquets, les enseignants se croient obligés de mettre des élèves dans chaque paquet pour que leur système d'évaluation paraisse crédible. Je ne dis pas ça au hasard, j'ai fait plusieurs enquêtes, dont une qui est assez significative. 70 professeurs des écoles à qui j'ai posé la question suivante. Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre carrière de proposer une évaluation à vos élèves pour laquelle tous les élèves, sans exception, avaient la mention acquis ? Réponse, le cri du cœur. Évidemment, non. C'est-à-dire, non seulement ils disent non, mais évidemment, non. Ça pourrait arriver, en maternelle, au CP, enfin, je sais pas, une fois, évidemment non. Et ça ne part pas d'un mauvais sentiment. Ils ajoutent, pour la plupart, quand on pose une question, c'est pour faire réfléchir. On va y revenir sur ces points-là tout à l'heure.
Et en France, on est convaincu d'avoir fait réfléchir si certains n'arrivent pas au bout, ne trouvent pas. Tout ça, c'est ce que je vais appeler le paradoxe de la question 4, dont on va y revenir sur tout ça tout à l'heure. Hein. Même dans les classes de très bon niveau, combien de fois ai-je entendu ça? Tu parles, mais il faut venir voir le niveau de nos élèves. Ils sont nuls, le niveau baisse. Je ne sais pas si vous savez, le niveau baisse, Cicéron le disait déjà, hein. Ça baisse depuis Cicéron. Je ne sais pas jusqu'où ça va baisser, ça baisse depuis Cicéron. Alors là, je vais me défouler un peu en critiquant publiquement certains collègues qui se disent chercheurs et qui balancent. Ils ont pignon sur rue, vous en connaissez, ils ne s'arrêtent pas de dire que le niveau baisse. Pour étudier psychiatriquement pourquoi on a besoin de dire que le niveau baisse. C'est peut-être on ouvre le parapluie, hein, disant qu'il baisse au début de l'année. Ça veut dire qu'on est tranquille. Si à la fin de l'année, il n'a rien appris, on dit c'est pas ma faute, c'était mauvais déjà le départ. Bon, enfin, je sais pas. Alors ces collègues qui balancent ça, alors à la fin du primaire, ils savent plus lire, ils savent plus compter, ils savent plus rien faire, quoi. Ben, malheureusement pour les collègues qui disent ça, c'est faux. Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai fait une enquête. Quand on regarde de près les programmes actuels et les programmes d'il y a 50 ans, il y en a bien plus. Alors certains pourront dire, mais c'est fait plus superficiellement. C'est à voir. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les priorités ont évolué. Il est vrai qu'actuellement, le niveau en orthographe des élèves est moins bon qu'il y a 50 ans. On est entre nous, je peux vous faire une petite confidence. C'est pareil pour les profs. Quand j'ai posé mes enquêtes, j'en ai posé plein. Moi, je suis un maniaque de l'orthographe. J'ai fait du grec, du latin, etc. Mais mes cheveux qui se dressaient sur la tête, des fautes, mais pas sur des mots difficiles. Des accords, des trucs, des fois. Ça veut dire que le niveau en orthographe baisse dans toute la population parce que la vie a changé, il y a plus de moyens audiovisuels. Enfin, en plus, c'est pas que les élèves. Mais il y a un mais. Mais dans le même temps, le niveau a augmenté dans d'autres domaines. Il y a d'autres notions au programme qui n'étaient pas au programme à l'époque, par exemple l'informatique, etc. Et vous savez comme moi que les élèves sont meilleurs que nous en informatique. Moi, chaque fois que je veux un renseignement, je vais demander à mes enfants. Enfin, et il n'y a pas que l'informatique. Donc ça veut dire quoi? Qu'effectivement, les priorités ont évolué, mais lâcher comme ça, sans arrêt, que le niveau baisse, d'abord, en admettant que ce soit vrai, mais c'est faux. En admettant que ce soit vrai, c'est pas comme ça qu'on motive les troupes. On fait un travail difficile, je passe aux collègues, du primaire surtout, sans arrêt dire que le niveau baisse, c'est pas comme ça qu'on donne envie de faire son travail. C'est une parenthèse, là. Alors je reviens aux classes de très bon niveau. Des collègues qui me disent si les élèves étaient bons, il n'y aurait pas de constante macabre. Alors parlons-en des classes de très bon niveau. Je vais vous présenter un témoignage qui entre dans le cadre de ce que j'appelle dans mes travaux la didactique de la chair, C-H-A-I-R. Qu'est-ce que c'est la didactique de la chair? C'est ce que l'on apprend par l'intermédiaire de ses enfants. Plus précisément, on est professeur, on est parent d'élèves, on suit la scolarité de ses enfants, puis il arrive un moment où ils ont des problèmes, on apprend plein de choses comme ça. C'est plus efficace que n'importe quel traité de pédagogie au monde, ce que vous apprenez comme ça par vos enfants. Alors un exemple, il y a une quinzaine d'années, j'ai une grande fille qui était en prépa HEC, hautes études commerciales. Évidemment, quel bac avait-elle eu pour entrer dans cette classe? Bac S, spécialité maths. Pour faire du commerce, c'est évident qu'il faut savoir construire des ellipses. Ça semble évident pour tout le monde, ça. Brillante élève, elle avait eu une belle mention au bac, elle a fait des belles études après. Un mois après la rentrée, elle arrive, c'était sa première note, elle me dit « Papa, on m'a rendu un devoir de philo. » Classe de très bon niveau. J'ai dit « Comment tu as eu ma fille ?»« 1,5. » Elle me rassure tout de suite, elle me dit « Mais c'est pas grave, papa. » Je dis « Comment ça, c'est pas grave, 1,5 ?» « Non, on est 17 à avoir eu 1,5. » Ah bon? Et quelle est la meilleure note? 7 sur 20. Bon, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit quand même ce que je pensais du collègue en utilisant un vocabulaire que je n'ose pas répéter en public. Je viens de Toulouse, vous imaginez certains noms d'oiseaux de la région toulousaine. Là. La vie est faite de coïncidences. Là, c'en est vraiment une, elle est savoureuse. Une semaine après,
je préparais un sujet d'examen à l'université Paul Sabatier de Toulouse, avec mon collègue et ami, à qui je rends hommage, il n'est plus de ce monde, le professeur Jean Méric. Et les psychiatres vous l'expliqueront mieux que moi, quand il arrive des coups comme ça, il faut évacuer. C'est ce que j'ai fait, ça n'avait rien à voir avec le sujet qu'on préparait, je lui ai raconté. Et en plus, avec lui, j'ai utilisé un vocabulaire que je n'avais pas osé utiliser avec ma fille en parlant du collègue. Il me dit, qu'est-ce que tu dis? Ça fait 1,5. Je dis, ça fait 3 fois que je le répète, je dis, c'est comme 1,5. Il me dit, mais si ta fille a 1,5, il me dit, c'est bien. Je dis, comment ça c'est bien? Il me dit, oui, parce que mon fils, alors son fils. Vous savez, dans les lycées de centre-ville, il y a une hiérarchie entre les établissements. Vous le savez, ça. Basée sur du vent. C'est de la ventilation absolue. On sélectionne à l'entrée pour avoir des bons résultats à la sortie, mais tout le monde fait semblant d'y croire. Il y a des classements dans les revues. De la ventilation. Alors son fils, alors voir s'il y a des Toulousains parmi vous. Ma fille était en prépa HEC au lycée Ozen. Son fils avait fait prépa HEC au lycée. Il n'y a pas de Toulousain, c'est un critère, parce qu'on connaît à Toulouse souvent Fermat, un peu au-dessus. Et quand il me racontait ça, son fils était entré à HEC déjà, dans les premiers, une grosse tête. Il me dit, mon fils, quand il était en prépa HEC, à Fermat, en philo, pendant 6 mois, il a eu des notes négatives. Bon, alors quand il m'a dit ça, ma première réaction, j'ai dit, là, c'est clair, il est tombé sur un fou. Il me dit, non, je crois que ça... Alors, j'ai fait une enquête. Et qu'est-ce que j'apprends? Par téléphone, par courrier, etc. Et qu'est-ce que j'apprends? Ben, que dans le tout Paris, normal sub et tout ça, mais ça se met des notes négatives, c'est pas si rare que ça. Et dans le cas de cette enquête, alors ça m'avait marqué, parce que j'ai questionné mon collègue et ami, Jean Dombre, c'est un historien des mathématiques, internationalement connu, et il me dit, ah ouais, c'est connu, tu savais pas? Je dis, excuse-moi, je savais pas. Il me dit, ouais, moi je m'en souviens encore, quand j'avais 20 ans, j'ai étudié les langues orientales. Je m'en souviens encore, j'avais moins 50, les grands froids. Et à la fin, il me dit, d'ailleurs, à la fin de l'année, j'étais assez content. Pourquoi? Parce que j'avais 0. Alors c'est bien de rire, hein, on va passer un petit moment, autant rire un peu. Mais au cas où vous seriez surpris, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire et vous faire ouvrir les yeux, si je peux me permettre de dire ça ainsi. Vous savez ce qui se passe quand même en classe prépa, maths sup, etc. On casse, mais vous le savez bien. Les moyennes des élèves, les trucs, c'est 5, des 7, etc. Et à l'agrégation, c'est un très bon niveau, là. Grand concours de l'État français dont la culture diffuse dans le monde entier. Vous savez avec combien on est reçu à l'agrégation? C'est pas trop. Il y en a qui me répondent parfois à 9. Ça, c'est les excellentes années. 5, 6. Donc là, je dis clairement qu'il y a une approche psychiatrique. Non, mais bien sûr, c'est une demi-boutade, hein, quand je dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir quelqu'un à l'agrégation avec 6 sur 20? Mais franchement. Parce que dans les classes prépa, certains enseignants de bonne foi donnent un argument. C'est ce que j'appelle dans mes travaux la méthode du coup de pied aux fesses. Ils disent, oui, on va leur mettre une mauvaise note, ça va les secouer. Vous savez comme moi que n'importe quel chercheur sous, drogué, épuisé, qui n'a pas dormi depuis une semaine, vous savez comme moi qu'il vous dira que c'est pas vrai. Quand on fait un minimum d'enquêtes sérieuses, ça décourage. Ça marche peut-être une fois sur 10, ça, de casser. Je ne dis pas que ça marche jamais, mais dans la plupart des cas, ça décourage l'élève. Alors on pourrait se dire que dans les classes de concours, ce qui compte, c'est la place et pas la note. Eh bien, on se plante. On se plante parce que ça fait partie de ce que j'appelle aussi des phénomènes de décalage entre ce qu'on croit et la réalité. Et pour savoir s'il y a décalage ou non, il faut aller chercher des retours. C'est ce que j'ai fait à l'école Sup-Aéro. J'enseigne depuis très longtemps. Et tous les élèves que j'ai en première année sont passés par les classes prépa. Vous savez quel est le message qui passe quand un élève a 6 sur 20 et qu'il est premier de la classe? Alors, bien sûr, c'est qu'il est meilleur que les autres, ça d'accord, au moins pour ce devoir, mais le message qui passe aussi, c'est cette matière, c'est pas tout à fait pour toi, c'était pas encore assez bon pour cette matière. Ça conduit à quoi? À une perte de confiance en soi des élèves français,
Et ça s'est reconnu par toutes les enquêtes internationales, ce que je dis là, la perte de confiance en soi des élèves français.